Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce 3e épisode du Globecast. Aujourd'hui, un sujet exceptionnel nous réunit, la chute du régime syrien de Bachar el-Assad, un événement qui bouleverse profondément les équilibres au Levant. Pour décrypter cet événement majeur, j'ai le plaisir de recevoir deux experts, Inès Girardot, spécialiste du Moyen-Orient, et Émile Lecras, spécialiste de la Syrie. Plongeons directement au cœur de l'actualité. Le 27 novembre dernier, après des années de statu quo dans le conflit syrien, les forces coalisées de l'HTS, Hayat Tahrir al-Sham, et de l'ANS, donc l'armée nationale syrienne, ainsi que d'autres groupes islamistes ont lancé une offensive éclair. En moins de 10 jours, Alep est tombé, suivi de Damas. Bachar el-Assad, incapable d'organiser la moindre résistance, a dû fuir le pays. Cela peut sembler soudain, mais est-ce vraiment une surprise ? Depuis 2017, le régime semblait avoir consolidé son pouvoir. Alep et Damas étaient fermement sous son contrôle, et les rebelles, repliés dans leurs bastions, notamment Idlib, grâce à l'appui discret de la Turquie et de certains États du Golfe, Moscou, fidèle allié, paraissait garantir la stabilité du régime. Et pourtant, en un éclair, tout s'est écroulé. Comment expliquer un tel retournement de situation 7 ans après la chute de l'État islamique ? Eh bien, voyez-vous, ce retournement était latent depuis longtemps. Et pour le comprendre, il faut revenir à la genèse des troubles en Syrie, puisque tout a commencé en fait avec les printemps arabes, ces soulèvements populaires qui, en 2011, ont bousculé plusieurs régimes autoritaires du monde arabe. La Syrie n'a pas fait exception au mouvement. Un vent de contestation y a soufflé, porté par l'insécurité alimentaire, l'aspiration à plus de liberté politique de la part des classes moyennes et l'aspiration aussi à une forme de régime plus traditionnel où le pouvoir laisserait plus de part à la religion, sinon une place dominante. Mais en Syrie, comme dans d'autres pays d'ailleurs, la contestation a rapidement dégénéré en guerre civile. Ce conflit a créé un vide où les djihadistes se sont engouffrés. L'État islamique a émergé, transformant le pays en un champ de bataille complètement chaotique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'aboutissement de cette fracture. Les islamistes qui avaient longtemps été écrasés viennent finalement de renverser la table. C'est un moment qu'on peut qualifier d'historique et la chute de ce régime signe la fin d'une ère, celle du baathisme, une idéologie née dans la guerre froide et qui prônait justement la modernisation de l'État sous l'égide de l'armée tout en combattant l'obscurantisme religieux. Et avec la chute d'Al-Assad, c'est aussi une dynastie qui disparaît. Depuis 1970, la famille Assad régnait sur le pays, s'appuyant sur les Alaouites, une minorité religieuse qui incarnait le pouvoir en place. Mais est-ce que d'autres facteurs ont pu accélérer cette défaite fulgurante ? Oui, tout à fait. En plus de ce contexte historique, il y a un facteur immédiat qui est l'effondrement des soutiens régionaux de Bachar el-Assad. Prenez le Hezbollah par exemple. Cette organisation chiite libanaise, pilier militaire du régime syrien, a été gravement affaiblie ces derniers mois par son implication dans le conflit au sud du Liban. La guerre a complètement épuisé ses ressources et désorganisé ses troupes. Le résultat, c'est que le Hezbollah n'a plus été en mesure de soutenir efficacement le régime en Syrie. Or, sans cet appui militaire crucial, les lignes de défense d'Assad se sont effondrées comme un château de cartes. Cela montre à quel point son régime était devenu impopulaire et illégitime et à quel point il dépendait de ses soutiens extérieurs pour survivre. Et du côté des Occidentaux, comment réagissent-ils à cette chute ? Eh bien, de leur côté, c'est plutôt une réaction en deux temps. D'un côté, la fin du règne de Bachar el-Assad est perçue comme une victoire morale. Ce régime qui était largement discrédité a causé des crimes de guerre et des violations des droits humains. Mais d'un autre côté, les Occidentaux sont préoccupés par les nouveaux acteurs qui prennent le pouvoir. Les groupes islamistes radicaux à la tête du pays ne rassurent personne, pour être honnête. Et la France, par exemple, a rouvert son ambassade à Damas, mais adopte une attitude prudente qu'elle pourrait chercher à normaliser ses relations avec le nouveau pouvoir en place ou au contraire se montrer plus dur en cas de nouvelles violations des droits humains. Et ce qui est certain, c'est que l'avenir de la Syrie reste incertain et va-t-elle enfin trouver une voie vers la stabilité ? Ça on ne le sait pas encore. Et on peut se demander également si on n'entre pas dans une nouvelle période de chaos et ce qu'il en est de la fâcheuse question du terrorisme international.
Pour aller plus loin et comprendre les dynamiques internes à ces groupes, j'aimerais maintenant vous poser une question essentielle. On a beaucoup parlé dans les médias des rebelles, donc les fameux rebelles qui ont fait tomber le régime de Bachar el-Assad, sans pour autant définir clairement qui ils sont et quelles sont leurs idées politiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les acteurs impliqués dans cette coalition ? Le groupe de rebelles ayant fait chuter le régime de Bachar el-Assad est en réalité une coalition, plus qu'un tout homogène. Dans cette coalition de groupes révolutionnaires, deux forces sont dominantes. La première, c'est le mouvement Hayat Tahrir al-Sham, qui est assez récent puisqu'il est né en 2011 avec le soutien d'Al-Qaïda. Son dirigeant, Al-Jawlani, a initié une stratégie de normalisation à partir de 2017, en coupant les ponts avec Al-Qaïda et en changeant le nom du parti. Le nouveau nom, donc, Hayat Tahrir al-Sham, exprime les ambitions territoriales du groupe. Al-Sham désigne en arabe ce que l'on nomme la Grande Syrie, soit ce regroupement à l'époque médiévale des actuels Liban, Syrie, Jordanie, Israël et Palestine. Cette évolution s'est aussi traduite par un lissage de l'idéologie du groupe, quant à l'application de la charia ou aux relations avec les autres communautés religieuses. Selon certains chercheurs, les signaux de normalisation envoyés par Al-Jawlani à destination des Occidentaux ne doivent cependant pas faire oublier le projet fondamentalement religieux et conservateur du dirigeant. On a d'ailleurs bien vu que le HTS a fait un effort important pour être accepté par les civils. Ils ont par exemple distribué des tracts avec des numéros à appeler en cas de problème de santé ou bien d'urgence. C'est un effort qui a aussi été amorcé à destination des Occidentaux, ce qui explique la quantité d'interviews données par Al-Jawlani à des médias et ONG occidentales ces dernières semaines. Si le HTS était à l'initiative de l'offensive, il a quand même été épaulé, il faut le rappeler, par une constellation de groupes rebelles opposés au régime, à commencer par l'armée nationale syrienne. L'armée nationale syrienne est elle-même une réunion de différents groupes rebelles issus de la guerre civile de 2011. Elle est soutenue par la Turquie. C'est un groupe avec une faible homogénéité idéologique, ils sont en conséquence souvent qualifiés de mercenaires. En réalité, leur seul point commun, c'est leur proximité avec Ankara et leur opposition aux Kurdes. Donc finalement, on a affaire à des groupes assez hétérogènes qui se sont réunis dans un but précis, renverser le régime et mettre en place un pouvoir fondé sur la loi islamique. Comme on l'a vu, ils ont réussi après une offensive fulgurante. Très vite, on a observé comme en 2011 une volonté de se débarrasser des symboles du régime déchu. Oui, effectivement, on a vu assez classiquement de nouveaux symboles être érigés pour montrer cette volonté de tourner la page. Les rebelles ont hissé un nouveau drapeau, vous les avez peut-être déjà vus, ces 3 bandes horizontales, vertes, blanches et noires, et leurs 3 étoiles rouges, puisque c'est l'ancien drapeau du pays utilisé à partir de l'indépendance. Il a été repris par les rebelles à partir de 2011. C'est donc un symbole qui est chargé de sens et d'histoire. En parallèle, on a eu des images fortes du palais présidentiel pillé, des statues déboulonnées, du tombeau de Hafez el-Assad vandalisé, et même des photos privées de la famille el-Assad diffusées sur les réseaux sociaux. Autant de signes et d'images qui renvoient à l'iconographie classique des révolutions et dont on est coutumier. La libération des détenus, et notamment ceux de la prison de Sednaya, connue pour ses traitements inhumains de prisonniers, en fait aussi partie, même s'il faut ajouter que l'élimination des symboles du régime tombé passe aussi par l'exécution sommaire des soldats blessés dans les lits d'hôpitaux. Au-delà des moments de célébration symbolique et de table rase, qui se fait en grande partie dans la violence d'ailleurs, les dirigeants des groupes rebelles ont multiplié les déclarations visant à rassurer la population, comme on l'a évoqué précédemment, mais pas seulement. On a senti que la question de l'après-Bachar était dans tous les esprits, et que les groupes rebelles, comme la population, avaient bien conscience que le travail était loin d'être fini. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'envisagent les nouveaux dirigeants ? Oui, tout à fait, la question de la transition est omniprésente, comme lors de toutes les révolutions. Un gouvernement de transition a été mis en place, avec à sa tête un membre d'HTS, Mohamed al-Bashir, en attendant qu'une nouvelle constitution soit instaurée. Là encore, on a vu très vite la volonté de rassurer la population et la communauté internationale. Le gouvernement de transition a annoncé respecter la liberté de culte, accepter le retour des exilés syriens. Le HTS a annoncé le 17 décembre que sa branche armée serait dissoute au sein de la nouvelle institution militaire du pays. Et c'est une stratégie qui semble porter ses fruits puisque plusieurs pays, à commencer par le Royaume-Uni, ont annoncé envisager de retirer l'organisation de leur liste d'organisations terroristes. Il y a quand même un certain nombre de questions qui restent en suspens, puisque pour le moment aucune élection libre n'était encore prévue, le gouvernement demeure composé quasi exclusivement de dirigeants d'HTS, et la place des minorités, à commencer par les Kurdes, les Alaouites, les chrétiens et les Druzes, reste à définir. On sait en tout cas qu'une partie de la société civile souhaite un régime qui ne soit pas confessionnel mais qui respecte la diversité culturelle et religieuse du pays.
Enfin, on peut s'interroger sur l'autorité actuelle du nouveau gouvernement, sur l'ensemble des forces de la coalition, et sur l'existence ou non de tensions internes concernant la politique à adopter dans les temps à venir, qui sont cruciaux pour l'avenir du pays. La modération dont semblent faire preuve les dirigeants tout en haut de la pyramide n'est pas celle que l'on observe sur le terrain pour l'instant, alors que des scènes d'exaction commencent à fuiter sur les réseaux sociaux. On le sait, la chute du régime de Bachar al-Assad intervient dans un contexte régional particulièrement mouvant. Cet événement bouscule les équilibres, mais même si des incertitudes demeurent, on voit se dessiner les lignes d'une nouvelle géopolitique au Proche-Orient. Je me tourne vers vous, monsieur Lecras. Les 7 et 8 décembre, à l'annonce de la prise de Damas par les rebelles, l'armée israélienne franchit la zone tampon protégée par les Nations Unies et pénètre davantage en territoire syrien depuis le plateau du Golan. Celui-ci était déjà illégalement annexé et occupé par l'État hébreu depuis 1981. Après Gaza et le Liban, peut-on voir ici une extension de l'offensive israélienne au Proche-Orient ? Alors, selon moi, il est difficile d'inscrire cet événement dans la continuité de la guerre que mène Israël contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah au Liban. Pour Netanyahou, en fait, le retrait de l'armée arabe syrienne entraîne avec lui la fin de l'accord de désengagement du Golan de 1974. Et pour prévenir toute menace, il a ordonné à son armée de reprendre le contrôle de la ligne violette et de mener des frappes aériennes sur l'ensemble du territoire pour neutraliser l'aviation syrienne et détruire les stocks d'armes. Donc on est plutôt sur une logique préventive d'anticipation, puisque Israël craint en réalité l'établissement d'un gouvernement islamiste à sa frontière qui menacerait l'existence de l'État hébreu. Pourtant, même si Al-Assad était perçu comme une menace par Israël en raison de ses liens avec Téhéran, l'État hébreu s'était accommodé de sa présence, jugée préférable à la prise du pouvoir par un groupe islamiste. Et sa chute a du coup été accueillie plutôt comme une bonne nouvelle par Israël parce que elle met fin de fait à l'approvisionnement du Hezbollah en armes iraniennes. En revanche, l'incertitude demeure quant aux possibles velléités expansionnistes des rebelles qui, jusque dans leur nom, Hayat Tahrir al-Sham, font référence au Sham, donc à cette grande Syrie qui inclurait l'ensemble du territoire israélien. Vous mentionnez l'Iran, qui perd, avec la chute du régime de Bachar el-Assad, un allié précieux au Proche-Orient. Comment l'Iran perçoit-elle cet événement ? Ouais, c'est vrai que l'Iran apparaît comme la principale perdante de cette séquence. C'est un revers important pour Téhéran. Ce qui a pu étonner, c'est l'inaction de l'Iran pendant les 12 jours de la descente rebelle vers Damas. Le soutien iranien s'est principalement concentré sur le terrain libanais et Téhéran n'a vraisemblablement pas jugé nécessaire d'intervenir en soutien à son allié syrien. Mais quoi qu'il en soit, en fait, la chute du régime syrien achève, si on peut dire, cet axe de la résistance qui était en vérité déjà fragilisé après la déroute du Hamas et du Hezbollah. Je pense qu'on assiste à une véritable recomposition des équilibres régionaux. Le régime au pouvoir à Téhéran se retrouve seul et craint pour sa survie, ce qui l'a probablement poussé à reprendre contact immédiatement avec le HTS, qu'il n'appelle plus terroriste d'ailleurs, mais rebelle. Ce changement de ton montre, on pense, la volonté de maintenir dans le futur une présence iranienne en Syrie, qui lui offre en fait une position de choix à proximité de son ennemi juré israélien, donc une base de lancement et de projection vers Israël. Et cette victoire, le HTS la doit au soutien de la Turquie. Assiste-t-on à un retour plus offensif de la Turquie au Proche-Orient ? En vérité, la Turquie, elle s'est jamais totalement désintéressée de ce qui se passait au Moyen-Orient. Elle a même été un acteur majeur dans le dossier syrien et elle occupe toujours une bande de terre sur tout le long de sa frontière avec la Syrie. La Syrie a été à la fois le terrain de la lutte turque contre les mouvements d'autodétermination des Kurdes, qui sont très bien implantés dans le nord-est du pays et qui risquent beaucoup avec ces rebelles pro-Turquie au pouvoir, mais aussi contre Assad, avec qui la Turquie a rompu toute relation en 2011. Mais c'est vrai qu'à certains égards, l'offensive du HTS sur Damas et la chute du régime marquent un retour de la Turquie sur la scène moyen-orientale, et principalement dans sa relation avec l'Iran. Les deux pays s'opposent en effet depuis longtemps sur la question syrienne, Téhéran soutenant Assad alors qu'Ankara soutient les rebelles. La fin du règne d'Assad permet néanmoins une reprise du dialogue entre Erdogan et Pezeshkian. Les terrains d'entente existent entre les deux autour de l'attachement à l'intégrité territoriale syrienne et à la lutte contre le terrorisme. Donc finalement, la Turquie, elle cherche effectivement à s'imposer comme un acteur incontournable au Proche-Orient, dans la recomposition de l'État syrien principalement. Après la reprise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, la Turquie marque un nouveau coup dans la sphère d'influence russe. Autre acteur dont on n'a pas encore parlé, mais pourtant bien implanté en Syrie, la Russie.
Ouais, alors la Russie, c'est également un revers pour elle. Avec le redéploiement sur le front ukrainien des troupes russes stationnées en Syrie, Poutine n'était plus du tout en mesure de porter secours à Bachar al-Assad. L'armée russe était pourtant bien implantée sur la base navale de Tartous et la base aérienne de Khmeimim, ce qui lui offrait d'ailleurs un accès aux mers chaudes sans passer par les détroits turcs. On sait que c'est une obsession de la Russie. Et si la Russie a d'ailleurs pu se permettre de lâcher Assad, c'est parce qu'elle a trouvé en Libye, à Tobrouk notamment, un autre point d'ancrage en Méditerranée, plus proche de l'Europe et de ses alliés africains. Pourtant, même si les troupes russes semblent sur le départ, l'avenir de leur présence n'est pas vraiment tranché. Le 16 décembre, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, avait déclaré que le gouvernement russe était en négociation avec les troupes rebelles de Damas pour ce qui était du devenir en fait des bases aériennes et navales russes. Dans leur quête de reconnaissance et d'alliés, le HTS qui contrôle l'entrée du port de Tartous n'a en vérité pas grand intérêt à se mettre à dos la Russie, qui pourtant les a bombardés durant la guerre civile. Donc ce qui se profile, c'est le maintien tout de même des bases navales russes en Syrie. Finalement, la situation régionale semble clairement marquée par l'incertitude. Ouais, effectivement, s'il est clair que la chute du régime d'Assad marque un tournant dans la géopolitique régionale, on semble davantage être à l'heure actuelle dans une position de flottement où chaque acteur veut maintenir ses intérêts dans l'attente de la recomposition d'un gouvernement en Syrie. L'Iran et la Russie en sortent affaiblis, c'est indéniable, mais négocient tout de même pour rester en Syrie. La Turquie, quant à elle, s'impose dans l'échiquier régional. Israël, de son côté, anticipe en envahissant le pays, le sud du pays. La France a quant à elle déjà rouvert son ambassade à Damas, ce qui laisse présager une potentielle normalisation des relations avec le futur gouvernement, bien qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle quelle forme il prendra. Pour finir, je dirais que la situation elle reste à suivre au plus près et que toute évolution reste possible. Ainsi, la chute du régime de Bachar al-Assad signe la fin d'une ère, mais elle ouvre également une page pleine d'incertitudes pour la Syrie et pour la région. Si les rebelles célèbrent leur victoire, le défi de reconstruire un État entre idéologies divergentes et rivalités régionales reste immense. Au-delà des frontières syriennes, les répercussions se font déjà sentir. L'Iran et la Russie, affaiblis mais toujours présents, cherchent à préserver leurs intérêts. Israël s'adapte par anticipation à cette nouvelle donne. La Turquie renforce son influence et l'Occident oscille entre espoir d'un renouveau démocratique et prudence par rapport à la donne islamiste. En somme, la Syrie se trouve à un moment charnière, un entre-deux où tout semble possible mais rien n'est encore joué. Comme souvent dans cette région du monde, l'incertitude demeure prégnante. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce 3e épisode du Globecast et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale.